de recherche qui se prêtait bien au thème de la séance d'aujourd'hui. On a parlé du vieillir en public, on pourrait parler de la place des Autochtones en public, on pourrait parler de la place des travailleuses du sexe en public, là on va parler des lesbiennes dans l'espace public. À l'intérieur d'un groupe qu'on pourrait penser que c'est la même chose, mais je ne donnerai pas la réponse. Je te laisse le propos. Amélie, merci. En plus, pour dire comment c'est arrangé avec les filles des vues, ma blonde a été presque dirigée par Lynne Grenier, Marie Saint-Pierre. Donc, c'est encore plus arrangé, on dirait. Non, mais c'est pas prévu, mais... Ah, il y a un conflit d'intérêts. Bon, je suis super stressée. Ben, ça me fait du bien de vous le dire, parce qu'on dirait qu'avoir 1 heure pour parler de ce que je fais à temps partiel, temps plein, depuis un bout, c'est comme si je livrais un petit bout de moi, puis ben, c'est ça, c'est stressant un petit peu. Mais bon, je vais aller comme ça va, puis je pense que ça va être quand même assez intéressant. Donc, je vais commencer en fait à vous parler un peu d'où ça vient, l'idée d'aller trouver les représentations sociales des lesbiennes dans la presse gay. C'est beaucoup de questionnements qui sont partis, entre autres, de mon DSS en études féministes que j'ai fait ici à l'Université Laval. Puis un DSS, ça permet d'aller faire des cours dans plusieurs disciplines. J'ai fait sociologie, j'ai fait com, c'est là où j'ai rencontré Guylaine, puis je me suis dit, ça pourrait être une bonne relation de travail. Puis, au travers des travaux que j'avais à faire dans mes séminaires de 2e cycle, je me suis mis à travailler souvent sur les lesbiennes ou sur les LGBT pour voir comme le sujet du séminaire pouvait être utilisé pour parler de ces personnes-là. Puis je me suis rendu compte que dans la littérature scientifique, souvent, on parle des LGBT, on parle des gays et des lesbiennes, mais dans le fin fond, on n'en parle pas tant que ça, des lesbiennes, au travers des autres choses. Ça m'a réservé, entre autres, un livre complet qui parlait des gays et des lesbiennes. Si je ne me trompe pas, c'était dans un pays du Maghreb, mais on dirait que j'ai un blanc sur le pays en question, mais c'était un topo de leur situation, de leurs conditions de vie. C'est une recherche avec 200 participants, qui est quand même beaucoup pour un pays du Maghreb, donc, mais il y avait 3 femmes sur les 200. Donc ça, c'est un des exemples qui me faisait, bien voyons, pourquoi on utilise gay, lesbienne, pourquoi on utilise LGBT, mais que dans le fond, on ne parle pas de toutes les personnes qui sont incluses dans l'expression. Ça, c'est un point de départ. Puis aussi, bien, il y a un autre des points de départ, c'est mon expérience personnelle que j'avais dans des organismes communautaires pour les LGBT ou pour les gays et les lesbiennes. Entre autres, ici à Québec, c'est le GRI Québec, qui est un organisme qui fait la démystification de l'homosexualité en milieu scolaire. Puis, dans mes relations avec les autres bénévoles, je me rendais compte que des fois, c'était beaucoup les enjeux des hommes gays qu'on voyait, puis les enjeux des lesbiennes, c'était moins important ou moins discuté, ou même dans une démystification, quand moi j'allais en classe parler de mon vécu avec les élèves, dans le fond, les élèves posent des questions, on répond, mais ça m'est arrivé que l'intervenant homme qui était avec moi, qui réponde à une question qui concernait les lesbiennes quand j'étais là. Puis ça, je trouvais ça assez questionnant, puis c'est encore une autre partie de mes réflexions. Puis comme comme j'ai commencé une relation de travail avec Guylaine dans mon mémoire, je me suis dit, il faut que je trouve un ancrage plus communication, parce que il faut dire que c'est un champ de recherche qui m'a intéressée depuis que j'étais au bac. J'avais vraiment envie de travailler en communication. Donc là, de mélanger tout ça en utilisant comme prétexte la presse gay, mais c'est un peu là où tout est parti. Puis j'ai une petite vidéo qui est un peu pour illustrer que ce propos-là, c'est quelque chose qui existe aussi dans la communauté lesbienne, disons, dans des guillemets, bien sûr. Puis c'est une revue qui a commencé à apparaître, une revue qui a commencé à apparaître le mois dernier, si je ne me trompe pas, en France. Ça s'appelle Well, Well, Well. Puis on a Le Monde qui est allé faire une entrevue avec certaines des personnes qui étaient là au lancement, dont une des personnes qui était dans l'organisation de cette revue-là, donc qui a travaillé dans les balbutiements du projet jusqu'au moment du lancement. Puis c'est ses propos à elle qui sont super intéressants, puisqu'elle explique pourquoi ils en sont venus à décider de faire une revue lesbienne. Pourquoi c'était important pour elle de le faire. Donc là, je vais le placer... Il faut que le lien ouvre, là, par exemple. Oui. OK. Moi, les Mac, hein? Je suis vraiment super habile avec les autres choses, mais on dirait qu'avec ça...
Ah, il y a une pub, on est chanceux! Une belle pub de 27 secondes. Donc, c'est ça, le 12 septembre, j'étais pas loin, c'est ça, le 12 septembre que ça a commencé à apparaître. Puis, oui, c'est... Pardon? C'est les Français qui ont appelé ça, ouais. Oui, 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 c'est ça, c'est les Français. Ah, mais je pense qu'à cause c'est la pub, je ne peux pas jouer avec le son. C'est une petite pub, on dirait vraiment que je suis financée par... Je vais nous épargner ces quelques secondes de plus. Non, je ne peux pas aller plus fort, ça a l'air. Mais quand on est lesbienne et qu'on voit les papiers sexos qui parlent que d'hétérosexualité, ou qu'on parle de juges, ou qu'on parle de que pensent les hommes, de telle ou telle carrière en mode, c'est sûr qu'en tant que lesbienne, on ne s'y retrouve pas trop. On pensait qu'il y avait une demande, pas à ce point-là. On avait recours au financement participatif. C'est un petit peu moins intéressant, mais je vais vous le laisser quand même. Ce qui me paraissait une grosse somme, et ce qui est absolument rien en termes de lancement d'un média, c'est juste ridicule. Et on avait prévu une campagne qui allait durer sur 2 mois, et en fait, en 15 jours, on avait les 10 000 € avec plein d'encouragement. En tout, plus de 17 000 € sont finalement récoltés par l'équipe de Well Well Well. Léa est l'une des 427 personnes ayant contribué au projet. Il y a des sites sur la ville nocturne parisienne, il y a des sites de rencontres, il y a des forums, mais là c'est un journal, mais c'est presque à la limite du livre et riche, ouais, plus dense. Ça permet aussi de nous rassurer sur quelque chose qui ne nous est jamais présenté vraiment comme ça le reste du temps. Par notre entourage, quoi, qui au mieux peuvent être tolérants et tout à fait ouverts, mais ne peuvent pas en parler comme d'un vécu en fait. Après, c'est dans la presse, c'est plus souvent les garçons qui sont mis en avant. Je pense que c'est important qu'il y ait un support où les lesbiennes puissent également porter leur combat, parce que moi, finalement, les porte-paroles, c'est toujours plutôt des hommes. En fait, c'est comme partout, hein, pour tout ce qui est domination masculine. Et donc, c'est aussi important, effectivement, que les femmes aussi puissent s'exprimer et puis puissent porter leurs revendications. Une ambition militante donc, féministe, mais pas seulement. Well 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 entend permettre l'expression des multiples facettes de la communauté lesbienne, gay, bi et transsexuelle. Le premier numéro de la revue met ainsi en évidence un ensemble de témoignages, dont celui d'Olivia, transsexuelle et homosexuelle. Donc, l'important de ce que je voulais vous faire écouter, c'était ce bout-là. Je vous épargne le reste. Donc, on voit que c'est une préoccupation qui est un peu plus large que juste mes propres préoccupations. Puis, dans mes réflexions, il y a aussi le côté théorique, parce que dans mon DSS en études féministes, c'est quelque chose que je suis plus allée travailler, les théories féministes. Puis le concept de genre, qui était un concept qui, pour moi, était tellement porteur de sens que je me disais qu'il fallait absolument que je travaille avec ce concept-là en faisant une maîtrise, parce que j'avais envie de me l'approprier un peu plus, de comprendre un peu plus son histoire, puis qu'est-ce qu'on peut en faire de ce concept-là en recherche, entre autres pour ma vie professionnelle future, que j'aimerais bien être encore dans la recherche après ma maîtrise, puis je voudrais faire de la recherche féministe. Donc, ce concept-là était super important. Puis pour moi, le genre, je le vois comme le système de division et de hiérarchisation entre le masculin et le féminin. Donc là, il y a l'idée où que tout est binaire. Il y a le masculin d'un côté et le féminin de l'autre. Donc, c'est deux ensembles qui sont séparés. Puis, il y a la hiérarchisation où le masculin a une position plus d'autorité et que le féminin est plus est dominé. Donc. Puis, ce concept-là, il y a plusieurs actualisations dans la vie. Puis moi, j'avais envie de l'utiliser dans l'actualisation dans les médias. Donc, pour aller voir les traces de ce système-là dans le texte médiatique. Puis, récemment, il y a la notion de visibilité qui est... je n'en ai même pas parlé encore avec Guylaine, c'est qu'il y a encore... Mais c'est une notion qu'au cours de ma scolarité de maîtrise, j'avais mis un peu de côté parce qu'on s'entend que la visibilité, c'est un terme assez rempli de sens et de plein de nuances. Puis je trouvais qu'il était difficile à définir. Puis je pense qu'il n'y a pas eu de moment ou d'occasion pour que je puisse vraiment en parler avec des gens ou trouver des textes qui étaient vraiment inspirants pour ce que je faisais. Mais dernièrement, dans les textes que je vous ai donnés à lire, bien, le concept est central dans ces textes-là. Puis c'est fou comment ça apporte de choses, d'eau à mon moulin. Entre autres, avec la visibilité négociée de Nadeau,
En fait, c'est pas comme un concept dans le texte que je vous ai donné, c'est pas le concept qui développe le plus, mais c'est celui qui me parle le plus parce que dans la visibilité, en fait, je serais peut-être mieux de commencer avec la visibilité médiatisée parce que le texte de Voirol est beaucoup plus théorique, puis je vais aller dans l'application après. Mais donc là, la visibilité, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont lu le texte, mais en tout cas, donc la visibilité de Voirol, il y a la visibilité immédiate, là, comme moi maintenant qui vous parle, puis je suis là devant vous, puis vous êtes devant moi, puis je vois vos réactions. Puis il y a la visibilité médiatisée, qui est vraiment exactement ce que je tente de trouver, en fait, dans la presse gay. Puis, cette visibilité médiatisée-là, mais elle passe au travers du système médiatique. Donc, pour être visible dans les médias, il faut que quelqu'un ou qu'un organisme ou qu'un système fasse en sorte d'être visible dans le média. Pour être au téléjournal, il faut que quelqu'un ait décidé d'aller porter, d'aller avec un caméraman, un journaliste, d'aller filmer la scène de la manifestation, disons, puis pour que ça soit présent au téléjournal. Il faut aussi que ça passe dans l'organisme de presse, il faut que des gens acceptent ce sujet-là, donc il y a plusieurs étapes, puis tout ce système-là de la médiatisation, mais est traversé par des systèmes de domination, traversé par les mêmes choses que ce qu'il y a dans la société, donc, ce qui fait que certaines choses sont visibles, mais que les autres restent dans l'invisibilité. Mais ce qui est intéressant aussi pour essayer de tempérer un peu le concept de genre qui s'inclut dans la visibilité médiatisée, parce que le système de genre existe dans le système médiatique, bien, la visibilité négociée vient un peu tempérer ça, parce que pour être visible, il y a une négociation qui existe entre les personnes qui veulent être visibles puis celles qui peuvent rendre visibles avec les médias. Donc, cette négociation-là fait qu'il y a peut-être des choix qui sont faits à un moment pour montrer une certaine image qui va permettre d'être visible. Entre autres, avec les LGBT, dans la presse ou les médias traditionnels, mais il y a l'idée d'essayer de correspondre à la société en général, d'avoir l'air de montrer des images de couples heureux, de couples avec des enfants, de couples de la classe moyenne qui sont inclus dans la société, qui travaillent, qui s'impliquent, qui sont des citoyens modèles, finalement. Donc, dans la négociation, il faut essayer de gommer un peu la diversité donc, qui existe entre les gens qui ont peut-être un peu le pouvoir de décider qu'est-ce qui devrait devenir visible, puis la diversité des gens qui veulent être visibles. Donc, il a essayé de gommer un peu cette diversité-là pour pouvoir être vu. Puis, je pense que, en fait, c'est quelque chose que je veux aller voir, parce que là, c'est tout nouveau, donc, encore une fois, je suis dans le processus. Mais essayer d'utiliser cette notion-là pour aller chercher des représentations sociales dans la presse gay. Donc là, comme ça, je peux essayer de voir comment on représente les lesbiennes dans cette presse-là, mais aussi essayer de voir s'il n'y a pas des traces de négociation aussi des lesbiennes dans cette presse-là qui est peut-être un peu plus masculine. Donc, voilà, pour les concepts de problématiques. C'est vraiment super sérieux, mon affaire. Donc, mes questions de recherche, c'est ça, c'est quelles sont les représentations sociales des lesbiennes véhiculées dans la presse gay au Québec. Puis, bien sûr, j'aimerais ça faire des focus du groupe pour répondre à la question des perceptions des lesbiennes à propos de leur représentation dans la presse gay. Ah oui, puis je voulais dire, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça ne me dérangera pas. Vas-y. Ah oui, c'est ça, ça s'en vient. Donc, je vais parler de ma méthodologie, puis tout de suite après, je parle de mon corpus. Parce que c'est une grosse partie de ma présentation, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été fait souvent, de décrire de fond en comble la presse gay, puis c'est une partie importante de ma présentation. Donc, c'est ça, mon analyse de contenu de mon corpus de revue gay est en partie quantitative. C'est beaucoup de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de voir combien il y a d'articles, quel genre d'articles c'est, de qui on traite dans ces articles-là. Puis, la portion qualitative, c'est je suis en train de la faire. C'est un bout d'analyse dans lequel je suis en ce moment, puis c'est d'essayer d'aller voir le comment. Comment on parle des lesbiennes quand on en parle, c'est quoi les sujets, les thèmes, puis c'est aussi c'est quoi la place de leur parole. Est-ce qu'il y a beaucoup de citations vraiment
entre guillemets, ou est-ce que c'est plus des propos rapportés, ou aussi d'essayer d'aller voir aussi un peu dans la comparaison avec les autres groupes LGBT, là, donc lesbiennes, gays, bi, trans, mais même les queer puis les intersexes. Donc, on peut ajouter des lettres au bout de cette abréviation-là. Puis après ça, l'autre partie de ma méthodologie, c'est d'aller faire un groupe de discussion. Puis ça, c'est encore un espace de réflexion. Oui, c'est ça. Je me négocie avec moi-même sur si je l'ai fait ou pas parce qu'il y a des enjeux de j'ai hâte de finir ma maîtrise. Donc, c'est ça. Mon corpus, vous l'avez ici, c'est 1887 articles qui sont de 100 à 2600 mots. Puis, les revues que j'ai utilisées, c'est To Be Mag, qui est une revue anglophone qui est plus présente, je pense, à Montréal puis à Ottawa. Entre elles, qui est une revue lesbienne, celle-là, qui s'adresse vraiment clairement, qui se décrit clairement comme une revue lesbienne. Puis toutes les autres, c'est dans leur description, sur leur Facebook, sur leur site Internet, il y a toujours l'abréviation LGBT. Ça, je le mentionne. Après ça, il y a la revue Être, qui était un projet, au départ, un projet d'étudiants de l'UQAM il y a plusieurs dizaines d'années, qui est devenu une revue commerciale par la suite. Le Fugue, qui est la revue peut-être qu'on connaît le plus, là, qu'on voit ici avec le cornet de crème glacée, qui est la plus connue, c'est la plus grosse des revues, c'est celle qu'on voit le plus souvent, qui est distribuée à plus grande échelle au Québec. Il y a le guide GQ que je n'ai pas mis en photo, mais qui est un genre de guide touristique publié à chaque année de tous les coins du Québec, là, de parler d'un peu des endroits qui sont gay-friendly, donc qui sont accueillants, puis des choix de sorties intéressants. Donc, c'est vraiment un guide touristique qui s'adresse, entre guillemets, aux personnes LGBT. ARG, qui est une revue qui a cessé d'être publiée en 2013, mais moi, comme mais les 2 années que je regarde, c'est 2011-2012, donc RG existe encore. Puis le magazine Sortie, qui est un magazine communautaire de Québec. C'est un organisme communautaire qui s'appelait GLBT Québec, lutte à l'homophobie, maintenant qui s'appelle Alliance Arc-en-Ciel. Donc ça vient tout juste de changer, mais c'est ça. Donc c'est une petite revue, une 12aine de pages, qui est vraiment plus des nouvelles communautaires, des articles d'actualité sur les LGBT en général. Donc, c'est là où c'est des choses qui sont un peu inédites. La description de mon corpus. Donc, on peut voir ici que Fugue est le plus gros des magazines. Il y a clairement plus d'articles que les autres, avec son 95 articles par numéro dans le tableau 1, tandis que le guide GQ, qui est quand même publié une fois par année, donc il y a plusieurs articles quand même. Il faut meubler un peu ce magazine-là, comme il est publié juste une fois par année. Puis en plus, ensuite, on voit les autres qui passent de 35 articles par numéro à 12 articles par numéro pour le magazine Sortie, comme je vous disais, qui n'était pas un très, très gros magazine. Mais ce qui est intéressant, c'est que le To Be Mag, on dirait qu'il est assez petit comparativement aux autres, sauf que c'est le seul qui a vraiment un nombre de mots moyens plus élevé. Les autres tournent toujours autour de 400. C'est le seul magazine anglophone. Il va falloir que j'aille voir un peu pourquoi c'est un petit peu plus long. Est-ce qu'il y a peut-être des traditions journalistiques anglophones qui font que les textes sont plus longs? Je ne sais pas. Ça m'intrigue. J'ai envie de savoir pourquoi il y en a plus. Ça, c'est la répartition de mes articles dans mon corpus. J'ai fait attention que ça ressemble à un arc-en-ciel. Oui, puis bon, j'ai échappé de l'eau sur le micro. Bon. Donc, on voit que Fugue, c'est vraiment une grosse partie de mon corpus, là, en choisissant... Oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire que j'ai choisi 4 numéros par année, donc j'ai 2 ans, ça fait 8 numéros par revue, sauf Entre elles qui en a publié juste 7 dans ces 2 années-là. Puis, bien sûr, le guide GQ qui en a publié juste 2 parce que c'est publié une fois par année. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi que le magazine Sortie puis le guide GQ sont dans les plus petites proportions de mon corpus, entre autres parce que le guide GQ publie des fois le même texte intégral, là, sans modification d'une année à l'autre. Donc là, je ne les ai pas mis 2 fois pour dédoubler les articles. Ça ne valait pas la peine. Donc, j'ai vérifié qu'ils étaient vraiment identiques, puis je ne les ai pas comptabilisés. Donc, ici, c'est le type d'article. C'est une catégorisation que j'ai fait moi-même. En fait, je vais vous les décrire rapidement, puis après ça, je vais commenter peut-être un peu les chiffres. Donc, le premier, information, sortie et commerce, ça, c'est des articles qui sont
des fois, à la limite du publi-reportage, là, on est allé manger dans tel resto, on a trouvé ça très bon. On est allé dans telle auberge, ils sont très fins, c'est très beau. Ou on vous dit que tel artiste va faire un spectacle la semaine prochaine, ou on vous dit que telle pièce de théâtre va être présentée à tel théâtre de telle date à telle date. Donc, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment sur des événements ou sur des commerces qui sont susceptibles d'intéresser le lectorat. Ensuite, il y a les articles d'actualité qui sont la plupart du temps des articles d'actualité sur ce qui se passe pour les LGBT dans le monde, au Québec ou dans le monde. Il y a moins d'articles d'actualité, disons sur les élections. Bien, en fait, si on parle des élections provinciales ou fédérales, on va en parler de manière à parler de ce que ça peut donner ou changer pour les LGBT. Donc, on va poser des questions aux chefs de parti ou aux partis, mais en leur posant des questions par rapport à qu'est-ce qui va advenir des LGBT si vous êtes élu, c'est quoi vos plans. Donc, on essaye toujours de faire tourner ça autour de ça. Les entrefilets, c'était des articles qui étaient de 100 à 300 mots, pas plus. Donc, je voulais les mettre dans une catégorie à part parce que je trouvais que c'était des plus petits articles qui sont souvent mélangés tous ensemble sur une même page avec une publicité pas loin puis une photo pas loin. Donc, je trouvais qu'il y avait peut-être un statut un peu différent, mais ça reste à voir. Les entrevues, c'est vraiment une entrevue où la rédaction est allée rencontrer la personne ou par téléphone ou en vrai, mais c'est vraiment une démarche de la revue, d'avoir une vraie rencontre, d'avoir des propos inédits, là, donc des propos qui ont été recueillis par le journaliste ou la personne qui est allée. Les chroniques, ça passe de la chronique 20 à la chronique de Mado Lamotte, qui à chaque mois dans le Fugue nous parle de sa vie de drag queen. Puis ça va un peu dans tous les sens. C'est une catégorie que j'ai faite, mais dans un sens, c'est tellement rempli de choses diversifiées que peut-être va falloir que je la subdivise bientôt. Éditorial, c'est pas toutes les revues qui avaient leurs éditoriaux au début du magazine. Certains l'avaient, certains l'avaient pas. Ça dépendait un peu, on dirait, de la santé aussi de la revue. Je me suis rendu compte que certaines revues... comme Entre elles, ils ont eu beaucoup de changements en 2011-2012 à la rédaction. Là, je pense que la rédactrice en chef est partie, puis il y en a eu une autre. Donc, ils n'ont pas toujours fait, si je ne me trompe pas, d'éditoriaux. Puis les deux autres catégories, portraits avec ou sans citation, c'est un peu pour faire un contrepoids à entrevue. Des portraits, c'est vraiment, bon, le journaliste a peut-être fait des recherches sur Internet, s'est informé sur une personne, disons sur Lady Gaga, puis a dit, bon, elle est née telle date, elle a fait tel spectacle, il y a des moments mémorables dans sa vie qui sont tels, tel et tel. Puis on peut des fois donner la parole, mettre entre guillemets, mais des propos qui n'ont pas été recueillis par la rédaction, qui ont été pris dans une entrevue télévisée ou qui ont été pris ailleurs, finalement. Puis ceux qui n'ont pas du tout de citation, donc qui n'ont pas de guillemets, que il y a des propos de la personne, c'est vraiment de la reformulation. Puis finalement, les deux autres catégories m'ont été imposées par les revues. Des textes littéraires inédits, je ne les avais pas vus arriver. C'est vraiment, entre autres avec Sortie, qui à chaque année publiait des textes qui ont gagné un concours littéraire qui visait les LGBT. Puis il y avait aussi une chronique, mais qui est plus du texte inédit. Donc, dans Fugue, qui est une auteure qui écrit une histoire sur des lesbiennes là, à Montréal. C'est une fiction sur une histoire qui pourrait se passer à Montréal entre des lesbiennes. Puis, bien sûr, il y a juste une fois où il y a eu un courrier des lecteurs, juste pour faire une belle petite ligne à la fin où ça a l'air insignifiant. Parce que je ne pense pas faire grand-chose avec ce courrier du lecteur. Donc, les chiffres. Moi, ce que je trouvais fascinant au début, c'est à quel point il y avait beaucoup de textes qui étaient juste de l'information sur les sorties et les commerces. Il y a quand même presque 30 % de mon corpus qui est juste des textes sur quoi faire aujourd'hui, quoi faire demain, ça vaut la peine d'aller dans tel restaurant. Je trouvais ça... en fait, j'avais pas l'impression qu'il allait en avoir autant. Mais en même temps, je suis surprise, mais pas en même temps. Parce que je me dis, bon, le but, c'est de vendre plus de copies. Il y a peut-être un mécanisme que je ne connais pas parce que je m'intéresse un peu moins à la production du texte, mais il y a peut-être des mécanismes pour recevoir de l'argent, des commerces qui sont décrits. C'est quelque chose que je peux pas, que je sais pas, mais il y en a quand même vraiment beaucoup qui sont presque à égalité avec les articles d'actualité. Donc, quand même, on s'inscrit dans ce qui est du journalisme plus traditionnel, en guillemets, dans ces revues-là.
Mais c'est les entrevues qui m'ont impressionné le plus parce qu'il y en a quand même 12 %. C'est beaucoup de ressources, faire une entrevue, parce que ça reste qu'il y a du temps, il y a de l'argent, puis il y a des ressources humaines qui sont impliquées là-dedans. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais que les portraits. Les portraits, ça doit prendre un peu moins de ressources quand même parce que ça reste que tu fais des recherches, tu peux écrire ton papier après, tu n'as pas besoin de trouver un moment de rencontre avec une personne. Puis il faut quand même que tu trouves les personnes qui veulent bien être dans ta revue. Puis comme c'est des revues gratuites, peut-être que la visibilité n'est peut-être pas assez grande pour avoir envie de participer à une entrevue. Donc, je trouvais ça assez impressionnant. Donc, ensuite, ça, c'est le gros morceau. C'est de qui on parle. Quand on parle de qui on parle, bien sûr, c'est de quelle personne, de quelle orientation sexuelle on parle, en fait. Donc, dans les LGBT, Q pour queer, puis I pour intersexe. Donc, la plus grande proportion, c'est qu'on n'en parle pas. On a un texte où il n'y a pas de mention ni du champ lexical autour d'hommes gays, ni de LGBT, ni de lesbiennes. Donc, vraiment, il n'y a aucun de ces mots-là qui sont dans l'article. Donc, il y a quand même 41 % des articles où il n'y a pas ces mots-là. Puis je pense en grande proportion, dans ces textes-là, c'est des textes où c'est de l'information pour les sorties puis les commerces. Donc, quand on fait la critique d'un restaurant, on ne dit pas tout le temps vous, hommes gays, vous allez aimer ça, ou les lesbiennes vont particulièrement aimer les pâtes. Tu sais, il n'y a pas de ça. Puis ensuite, la deuxième catégorie, bien sûr, c'est gay-homme. Hein? Ils vont particulièrement aimer les nouilles. Donc, puis la catégorie qui suit, c'est les hommes gays. Quand on les compare, dans le fond, c'est vraiment des articles où on ne parle que on utilise le vocabulaire puis le champ lexical juste autour de hommes gays. Il n'y a pas l'expression LGBT, il n'y a pas gay et lesbienne, c'est vraiment juste clairement indiqué que c'est pour les hommes gays. LGBT, c'est la même chose. Quand il y a LGBT, même si au travers il y a lesbienne, c'est celui-là qui avait préséance dans un sens, parce que on ne peut pas dire qu'il est exclusivement pour les lesbiennes quand il y a LGBT en même temps dans le texte. Donc, lesbienne, c'est la même chose comme gay, c'était vraiment exclusivement ces mots-là ou ce champ lexical-là qui était utilisé. Donc, on voit la différence où c'est 21, presque 22 % d'articles sur les hommes gays, puis 7 % pour les lesbiennes. Puis les LGBT ont quand même une bonne partie des articles sur eux, mais là, c'est le croquant de l'histoire, c'est que moi, je vais aller dans mon analyse qualitative, d'aller voir un peu plus qu'est-ce qui se cache derrière ce LGBT-là. Est-ce que quand on utilise l'expression, on parle vraiment des lesbiennes, des gays, des bi et des trans tout à la fois dans l'article, ou est-ce qu'on parle juste d'une des lettres? Puis ça, c'est quelque chose qui me reste à aller voir, mais dans mes impressions, puis quand même, comme j'ai passé par-dessus déjà tous les textes qui sont là, mais souvent, on utilise cette expression-là, mais on n'en parle pas vraiment. Donc, je vais revenir un peu plus loin là-dessus, mais... gay-lesbienne, moi, je pensais qu'il allait en avoir plus, en fait, parce que dans la littérature scientifique que j'avais déjà lue, je me rendais compte qu'il y avait souvent l'expression « les gays et les lesbiennes », tu sais, comme si c'était un seul et unique mot, là. Donc, tout ça, ça vient d'un seul bout, parce qu'on parlait d'homosexualité, donc il fallait donner les deux mots qui représentaient ça. Puis je pensais qu'il allait en avoir plus, parce que je me disais, il va peut-être avoir ça aussi dans la presse gay, mais finalement, c'est plus LGBT, puis... Quand j'ai relu des textes qui parlaient un peu de l'histoire du mouvement, je me suis rendu compte que ça représente un peu ce qui s'est passé, parce qu'au départ, on parlait vraiment du mouvement gay, donc c'était vraiment les hommes gays. Puis après ça, ils ont ajouté les lesbiennes dans le titre. Puis il y a eu depuis ce temps-là l'ajout du B, mais qui a été très rapidement ajouté avec le T. Donc les bisexuels puis les trans ont fait partie du mouvement, ou en tout cas de la façon dont on le présente assez rapidement. Maintenant, on ajoute presque tout le temps le Q aussi, pour queer ou pour en questionnement. Donc, mais c'est ça. Dans les revues, j'ai pas eu ça, ou presque, en fait. Parce que je l'ai mis dans LGBT. Oui? Est-ce que ça se peut qu'on utilise gay, G-A-I-S, comme le neutre, là, tu sais, qui ramasse le féminin? C'est quelque chose à faire, j'allais voir, je pense. Okay. Si ça pourrait expliquer... Mais souvent, j'essayais quand même que ça soit... qu'on ait un aspect de la réalité homme, là, dans le sens où on dit, qu'on dit les hommes gays, ou qu'on montre une photo d'un homme gay, mais... non, c'est ça. Je pense que... Il va falloir que j'aille vérifier, mais à mon sens, c'était vraiment... Quand c'était utilisé tout seul, là, il n'y avait pas l'idée d'être pour tout le monde, mais quand ils essayent d'être pour tout le monde, en fait, ils écrivent, disons, gays et lesbiennes, mais qui ne parleront pas des lesbiennes, ou ils écrivent LGBT, mais ils vont juste parler des hommes gays.
C'est là où ça aurait pu augmenter la catégorie homme-gay, mais que dans le fond, ils ont utilisé le vocabulaire qui faisait qu'ils étaient dans l'autre catégorie. Queer. Les drag queens. En fait, c'est pas une orientation sexuelle ni une identité sexuelle, c'est une performance. Donc, ça, ils rentrent pas dans... Ils sont pas considérés... Bien, ils étaient dans les 100 mentions, sauf si la drag queen en question ou le drag king en question dit clairement, fait référence clairement à son orientation sexuelle ou à son identité sexuelle, en disant qu'il est une personne trans ou en disant, mais ça c'est plus rare, je pense, mais faut vraiment qu'il fallait qu'il y ait une mention vraiment claire, là. Les drag queens, c'est vraiment du spectacle, c'est de la performance. C'est une profession. C'est ça, c'est une profession. Fait que c'est ça, comme ça n'avait pas de lien avec l'orientation sexuelle, mais je pouvais pas... C'est pas lié automatiquement aux trans? Non, pas du tout. En fait, c'est plutôt le contraire. Okay. C'est plutôt le contraire parce que les trans, c'est l'identité sexuelle des personnes qui sont en jeu. C'est vraiment je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que c'est pas ma réalité, puis c'est une réalité qui est encore difficile, pas à comprendre, c'est pas ça que je veux dire, mais qui est en définition, puis je suis assez respectueuse de cette communauté-là pour pas avoir envie d'en parler en leur nom. Mais c'est vraiment une identité sexuelle. Donc, c'est vraiment le fait de se sentir comme un homme ou se sentir comme une femme, puis de ne pas avoir le corps qui correspond. Donc, j'ai la définition, là, je peux vous la donner, c'est vrai. J'avais trouvé une sur un site Internet d'une association trans. Donc, c'est ça. C'est une personne dont l'identité sexuelle, l'expression de genre ou les comportements ne concordent pas avec ceux associés au sexe biologique qui lui a été assigné à la naissance. Donc, fait que c'est vraiment pas la même chose que les drag queens. Les drag queens, c'est du spectacle, là. Parce que même la majorité des drag queens, là, quand ils sont pas en drag queen, ils veulent pas avoir l'air d'une fille. C'est important pour eux autres d'être assez masculins, je pense, quand même. Bien, certaines, peut-être pas tout le monde. Là, non, pas nécessairement homosexuel. C'est associé à ce mouvement-là parce que je pense que c'est là où il y avait la place pour exprimer ce genre de spectacle-là, mais ouais. Et le mot homosexuel comme tel? C'est dans le champ lexical, là, c'est ça. Parce que de gay, oui. Homosexuel, mais s'il y avait, bien sûr, au féminin, c'était comme pour lesbienne. Mais le mot, quand on prend le mot homosexuel dans le texte, est-ce qu'il est relevé comme le mot gay ou lesbienne? Oui. En fait, quand il est au masculin seulement, mais c'est pour gay. Quand il était au féminin seulement ou à la présence du masculin. C'est pas le mot homosexuel comme tel, c'était rattaché. Oui, rattaché. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans le champ lexical d'homme gay. Ou, rattaché par le genre, par l'accord. Oui, c'est ça. Donc, là, je m'en vais un peu plus dans, encore une fois, des expressions. C'est un peu des exemples de Lynn, là. C'est des exemples, puis ils ne sont pas encore totalement bien établis, mais c'est là où il faut que j'aille creuser un peu plus loin. Entre autres, avec l'utilisation LGBT que je vous parlais tout à l'heure, il y a plusieurs articles dont à la lecture, on voit tout de suite qu'on place cette abréviation-là, entre autres, souvent dans le titre ou dans le chapeau. On la met là bien en vue. Mais quand on se met à lire l'article, il y en avait un, entre autres, c'était les conditions de vie des LGBT en Ouganda. Mais on a interviewé 5 personnes, c'était 5 hommes gays. On n'explique pas pourquoi on n'a pas trouvé de lesbienne, pourquoi on n'a pas trouvé de trans, pourquoi on n'a pas trouvé de bisexuel. On n'explique pas non plus, on s'est fait dire par telle personne qui est dans des organismes ou par telle autre personne qui connaît quelqu'un qui. Il n'y a même pas ça. C'est vraiment, on parle des LGBT, mais le seul et unique vécu qui est dans l'article, c'est celui d'hommes gays qui vivent en Ouganda. J'ai un autre exemple, puis on dirait qu'il ne me revient pas. Bien, je vais vous parler tout de suite d'un exemple avec l'expression gay et lesbienne. Celui-là, il est assez rigolo. C'est un article qui voulait savoir qu'est-ce que les gens gays et lesbiennes vivaient dans leur relation de fuck friend, donc de relations basées exclusivement sur le sexe. Puis on dit à la blague, dans le chapeau, on n'a pas trouvé de femme, ça doit être c'est-tu parce que c'est une invention masculine, les fuck friends, ou bien ils se cachent quelque part, mais on ne sait pas où. Donc, c'est le seul endroit où on essaie de se justifier un peu du fait qu'on n'a pas été capable de trouver
de lesbiennes pour faire cet article-là. Puis après ça, c'est 4 petites entrevues avec 4 hommes gays qui veulent ce genre de relation-là, qui en ont une, qui en veulent plus, qui en veulent encore. Donc, c'est vraiment par rapport aux hommes gays. Puis il y en avait un autre, je l'ai retrouvé, le LGBT. C'est un article qui va rejoindre peut-être un peu Lynn, c'est « Vieillir dans les relations intergénérationnelles dans les LGBT ». Comment ça se vit? On interviewe 5 hommes gays. Puis on explique encore une fois pas pourquoi on n'a pas de lesbiennes, on se justifie pas, on utilise LGBT, on parle des relations intergénérationnelles entre les LGBT, mais c'est tout. Oui? J'ai vu dans ta description d'études, oui. tu t'intéressais aussi au rapport de la représentation visuelle dans les revues. Oui, c'est ça, si je l'avais écrit, ça date un peu ce que j'ai envoyé, puis on a décidé ensemble que ça faisait trop lourd. J'aimerais beaucoup ça le faire, peut-être un article. Oui. J'aimerais beaucoup ça parce que, my God, les photos, des fois je faisais mon codage dans un café, tu sais, parce que ça fait du bien des fois de changer de place. Puis j'étais installée là, au café, puis là, je regardais les revues, puis j'écrivais le titre de l'article, tout ça. Puis quand je descends les photos, là, il y avait beaucoup de photos de monsieur en bobette. Des fois, c'est un petit peu gênant, parce que je suis vraiment en public dans un café, puis je suis comme « OK! » Parce que je suis vraiment en train de montrer ça à tout le monde avec mon écran d'ordinateur. Mais bon, je passais plus vite. Donc, ça serait vraiment intéressant quand même d'aller voir les images parce qu'il y a des images assez qui sont à la limite de la pornographie. Là, mais oui. On en fait aussi, en fait le temps, puis on se concentre vraiment sur les images, même les illustrations d'articles qui ne sont pas de la promotion de bar ou avec le super pétard en slip. Mais dans mon cas, quand il y a des articles, il y a des représentations visuelles vraiment variées des hommes gays. Tu vas voir l'homme gay maigrichon, l'homme gay avocat, l'homme gay geek, l'homme gay parfait, peu importe. Des articles sur les lesbiennes, c'est souvent 2 filles habillées super proches de moi, une à côté de l'autre dessous. C'est pas mal. Pour faire mon... de mise en scène, c'est juste comme une à côté de l'autre qui sourit, puis c'est souvent super proche de moi. Il n'y a pas de mise en scène du type. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir dans la revue le guide GQ parce qu'il demande aux gens d'envoyer des photos de leurs vacances pour être mis dans la revue. Donc, ce qui est intéressant, ça va être de voir c'est quoi les photos de lesbiennes qui vont avoir été envoyées. Bon, je suis pas mal sûre que toutes celles envoyées n'ont pas été choisies. Là. Mais donc, envoyées et choisies, je devrais plutôt dire. Donc, ça serait le fun pour un article, j'aimerais beaucoup ça, mais je pense que je vais me concentrer plus sur le texte pour l'instant parce que il y a de la job. L'autre aspect que je voulais parler avec vous, c'était des caractéristiques des lesbiennes quand ils sont présentés. Donc, qu'est-ce qui... pour l'instant, je peux dire qu'il ressort souvent. C'est souvent des célébrités. Donc, des célébrités, pas toujours des célébrités dans le sens commun du terme, là, où tout le monde dans le monde les connaisse, mais disons des chanteuses d'un groupe qui viennent dans pas long faire un spectacle. Donc là, on va faire une entrevue avec elles ou on va faire un portrait de leur carrière. Puis en même temps qu'on va parler de leur carrière, on va parler de l'impact du fait qu'ils sont lesbiennes dans cette carrière-là. On a toujours, ou presque, qu'est-ce que ça change d'être lesbienne dans ta vie? T'sais? On essaye toujours d'aller le chercher. C'est souvent là que le mot lesbienne apparaissait, parce que sinon, quand ils parlaient de leur carrière, ils n'en parlaient pas. Donc, une chance qu'il y en ait qui essayaient de décrire un peu leur vie, puis qu'est-ce que ça changeait dans leur vie d'être lesbienne, parce que sinon, cet article-là serait tombé dans les 100 mentions. Même si je pouvais savoir que le groupe était composé de 2 femmes lesbiennes, même si le mot n'était pas là, je ne pouvais pas le mettre dans la catégorie. Ça ressemble à du outing, qui est un processus qu'on ne devrait pas faire. C'est de dire l'orientation sexuelle d'une personne sans demander la permission. Donc là, si j'en parle dans mon mémoire, ça serait du outing, puis ça ne serait pas très gentil. Donc, il y a ça. C'est des célébrités ou des artistes. Donc, c'est vraiment, il faut qu'il y ait comme quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait une raison pour être là avant d'être juste des lesbiennes. Tandis que pour les hommes gays, il y a plusieurs entrevues ou moments, par exemple, juste dans les exemples que j'ai donnés avec les fuck friends, là, je veux dire, ce ne sont rien d'autre que des gays qui aiment ça ou qui veulent ou qui n'en veulent pas, mais qui ont quelque chose à dire sur les fuck friends. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont une carrière. Puis, entre autres, dans la revue RG, à chaque mois, il y avait une entrevue avec le villageois du mois, qui est un homme gay qui habite dans le village, puis qui a quelque chose à dire sur ce qui se passe dans le village.
Donc, on s'entend qu'il n'y a pas de grosse raison pour qu'il soit là, autre que le fait que c'est un homme gay qui vit dans le village. Mais pour les lesbiennes, je n'ai pas trouvé d'article de ce genre-là. Tu sais, des lesbiennes qui sont nobody, qui sont juste là pour parler de leur vie de lesbienne. Je ne suis pas tombée sur des articles comme ça. Il va falloir peut-être que je sois plus creux pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des traces de ça quand même. Là, j'ai juste un blanc sur l'autre chose que je voulais dire. Ah oui, puis encore dans l'idée où il faut avoir une raison autre que d'être lesbienne pour être dans la revue. Entre autres, des fois, on parlait de lesbiennes qui étaient connues parce qu'ils avaient déjà fait les manchettes ailleurs, pour d'autres raisons. Entre autres, dans des raisons pas très joyeuses, là, il y avait un couple de lesbiennes qui avait aidé des gens à se sauver de Breivik, là, en Norvège, quand il y avait eu une tuerie. Bon, mais on en a parlé dans une des revues parce que c'était un couple de lesbiennes, mais parce qu'il avait sauvé du monde de cette tuerie-là. Oui, puis l'autre aspect, c'est ça, c'est la parole. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je me mette à travailler plus parce que faudrait que j'aille voir plus en profondeur l'utilisation de la parole, là, des guillemets, pour voir qu'est-ce qui est dit dans ces guillemets-là, parce que c'est une certaine représentation de soi-même dans le média. Puis aussi, c'est à quel point on utilise les vrais propos, des propos inédits ou des propos qui sont vraiment originales de la personne, ou est-ce qu'on les reformule en disant « elle a dit quelque chose de ce genre-là ». Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je vais voir un peu, mais déjà, je peux avoir une petite idée avec les entrevues. Il y avait, j'ai un blanc, les entrevues, c'est ça, c'était 237 articles. Sur les 237, il y en a 93 qui c'est des entrevues avec des hommes gays qui représentent 39 des entrevues. Puis 10 des entrevues, c'est avec des lesbiennes. Donc, c'est 25 entrevues avec des lesbiennes. Les autres catégories, je n'ai pas sorti les statistiques parce que je voulais plus montrer le contraste entre les hommes gays et les lesbiennes. Mais je peux déjà vous dire que les trans et les personnes bisexuelles sont très peu présentes. On peut le voir déjà ici là, avec les bisexuels, c'est juste 13 articles. Donc, des fois, on en parlait. J'avoue que c'est une catégorie un peu élastique, parce que quand on parlait des hommes gays et des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, je le mettais dans la catégorie homme gay, parce qu'on n'utilisait pas clairement le mot bisexuel, ou on en parlait de manière juste santé publique, là. Vraiment les comportements sexuels, puis c'était moins de l'ordre de l'orientation sexuelle. Donc, c'était pas comme je me définis comme bisexuelle, donc c'est pour ça que ça n'entrait pas dans la catégorie bisexuelle. Puis, c'était vraiment, les articles qui sont là, ça peut être des bisexuels femmes ou des bisexuels hommes mélangés. Puis, les trans, on voit aussi qu'ils ne sont pas très présents dans les revues, donc ils ont 35 articles sur 1887, c'est pas beaucoup. Il reste du chemin à faire pour ces personnes-là. Donc, voilà, il me reste beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Moi, j'ai l'impression. C'est une impression que j'ai. Mais ça m'enthousiasme de plus en plus. Là. J'ai pris le taureau par les cornes, puis je viens à Québec assez souvent pour essayer d'être proche de Guylaine, puis d'avoir de la concentration dans mon travail. En fait, c'est juste pour me mettre un peu dans une situation de travail plus importante. On dirait que quand je suis à la maison, ça ne fonctionne pas. Mais quand même, là, ça va super bien dans les derniers mois, puis je suis plus dedans. Ça fonctionne bien. Puis c'est vraiment enthousiasmant de revenir dans mon corpus parce que ça fait déjà un petit bout que j'ai fait les statistiques, là, que j'ai lu les articles. C'est le fun d'y retourner puis de voir des choses que je n'avais pas vues. Entre autres, la catégorie queer. Pour moi, queer, c'est surtout l'utilisation de gender queer, là, des gens qui sont androgynes, donc qui performent le genre de manière non normative, là, qui veulent être à cheval sur les frontières, qui s'en balancent un peu aussi. Puis, il y a aussi l'utilisation anglophone, parce qu'en fait, queer, c'est le mot en anglais, ça veut dire bizarre. C'est un mot qui a été réapproprié, entre autres, par je pense, le mouvement gay, même déjà au début, gay-lesbienne. Donc, c'était une façon de dire gay-lesbienne, c'est un synonyme, en fait. Puis, dans certains articles, quand je suis retournée voir, je me suis rendu compte que c'était vraiment un synonyme de homme gay ou un synonyme de gay-lesbienne. Donc, il va peut-être falloir que je tempère un peu ça, parce que c'est pas juste des articles sur les queers, dans le sens de gender queer, donc ici qui se balance des normes de genre. Donc, c'est une des choses qu'il faut que je tombe dessus. Est-ce que vous avez des questions?
Oh, il y en a plein. OK. On va aller parler. Cette semaine, j'ai parlé avec 2 personnes de mon entourage du sujet d'aujourd'hui. OK. Puis tu sais, je posais la question, là, pourquoi les lesbiennes sont mieux représentées. Dans les 2 cas, ils m'ont dit, ben, c'est parce que les lesbiennes sont mieux acceptées dans la société. J'étais surprise de ça, j'ai. Oui. Ça, je peux aller un peu dans... Parce que dans la vie, je travaille en temps partiel aussi dans un organisme communautaire qui est la même chose que le GRI Québec, mais à Montréal, qui est le GRI Montréal. Puis je m'occupe de la recherche. Donc, je peux parler un peu de ce qui a rapport avec l'homophobie et tout ça. Puis dans la littérature, sur comme qu'est-ce qui cause l'homophobie ou c'est quoi les... Qu'est-ce qui cause l'homophobie ou la lesbophobie, tout ça, il y a peu d'études qui parlent de comment se construit, comment se vit la lesbophobie. Quand on parle d'homophobie, on parle vraiment là, souvent des clichés là, qu'on entend, là, la violence envers les hommes gays, là, qui se font, les jeunes à l'école, qui se font, moi c'est surtout dans le milieu scolaire là, quand j'en parle, mais c'est ça, qui se font tabasser à la récréation, qui se font rentrer dans une case. On parle beaucoup de cette violence-là, violence verbale, l'utilisation d'insultes homophobes, tout ça, mais on n'a pas encore beaucoup observé comment ça se vit, la lesbophobie, comment, entre autres, une des choses qui n'a pas été étudiée ou pas du tout, c'est comment les femmes hétérosexuelles interagissent avec des lesbiennes, comment elles peuvent peut-être les isoler ou les rejeter d'une manière. On ne sait pas vraiment comment ça se vit. Il y en a une étude que j'ai lue récemment là-dessus, puis ça sort beaucoup de mon mémoire, mais bon. C'est de la perception. Hein? C'est de la perception. Oui, c'est ça. Ça serait dans l'idée où il y a la féminité hégémonique, qui est la féminité que tout le monde devrait avoir, là, que toutes les femmes devraient être pareilles, là, féminines, avec des talents hauts, tout ça. Bon, mais c'est par cette féminité-là qui rejette les lesbiennes, parce que dans le concept, il y aurait aussi le fait d'être attiré, ou plutôt d'être capable d'avoir l'attention des hommes hétérosexuels aussi. Donc, le fait que les lesbiennes n'ont pas cette attention-là ou la rejettent, mais ce serait une façon pour les femmes hétéros de rejeter les lesbiennes dans le sens où sont moins des amis le fun, parce qu'on ne peut pas parler de gars avec, on ne peut pas essayer d'avoir des gars avec. C'est ça, c'était une étude très... c'est ça, c'est qu'il y avait... Mais ça reste que c'était une étude assez exploratoire, là. Mais je vais aller, je sais pas c'est qui... je sais pas où aller, là, en premier. On dirait que j'ai géré une classe, c'est comme... Non, ça va. Mais vas-y. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une problématique, je pense, qui est assez présente. C'est sûr que moi, j'ai un regard extérieur à ça, mais j'ai fait partie du gay show il y a quelques années qui a eu lieu au drag. Et puis, c'est un processus créatif, une création collective. Donc, moi, j'ai vu de l'intérieur un peu comment ils vivent ça et tout ça. Puis, c'était toujours un running gag. Nous autres, on était comme, les lesbiennes. Oh, les lesbiennes sont pas là. Ils sont pas là. Ben, tu sais, nous, dans notre groupe, on était 4-5, puis il y avait des lesbiennes parmi nous, mais on était obligés d'aller chercher une hétéro à travers ça parce qu'il manquait de... Il manquait de matière. Il manquait de matière, tu sais, mais à chaque fois qu'on faisait de la création, ça faisait toujours ça. Mais les lesbiennes, on ne sait jamais son où. On ne les trouve jamais. Puis je me demande si dans tes pistes de réponse, si tu as... moi, j'ai l'impression que c'est parce que les gays ont vraiment une émancipation, ils ont ce besoin-là que les filles n'ont peut-être pas autant besoin. Mais je pense que ça fait partie de la construction d'identité masculine, de se mettre en scène souvent, de prendre la parole, d'être en avant. Puis je pense que comme c'est un mouvement où il y a des hommes et des femmes, mais je pense que ça arrive plus souvent que les hommes sont en avant à cause de ça. Puis dans un mouvement social, le genre est là aussi, là, donc les tâches qui sont jugées plus glamour, plus importantes, mais c'est les hommes qui vont les prendre, là, quand c'est les prises de décision, que ce soit être le porte-parole, puis les tâches qui sont tout aussi nécessaires, mais qui sont moins cute. Bien, ça va être les femmes qui vont les prendre, là, que ça va être plus l'organisation, réserver un taxi, réserver un local, donc ça se voit pas. Mais je pense que pour les lesbiennes, c'est un peu ça, mais il y a quelque chose qui serait intéressant de faire plus tard, parce que
au travers de mon corpus, j'en vois déjà un peu des traces. Il y a un regroupement à Montréal qui s'appelle Let's Spread the Word, qui est vraiment comme un regroupement de femmes qui ont décidé de faire des événements, puis d'essayer de mettre plus de l'avant l'actualité puis l'événementiel lesbien. Puis je commence à voir que dans les revues, à cause que cet interlocuteur-là, plus facile à aller chercher, bien, il commence à avoir un peu plus de choses sur les lesbiennes vers la fin. Là, puis on voit que Let's Spread the Word, puis les femmes qui sont dans ce regroupement-là, bien, sont déjà plus visibles dans la revue. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui? En fait, j'ai deux très petites questions. Donc, un commentaire, peut-être une question. Au niveau de la représentation des différents groupes, ce que je constate essentiellement, c'est que les hommes gays sont surreprésentés dans cette presse-là, mais que tous les autres groupes, donc les lesbiennes aussi, les bisexuels, les trans, sont sous-représentés dans l'image qu'on se fait. Puis, en tout cas, toute l'idée du silence ou un peu de la non-problématisation de l'identité lesbienne m'a fait penser en fait à un exemple très percutant dans le monde politique. Au mois de juin, on a élu la première ministre lesbienne au Canada, homosexuelle tout court. Et dans la presse, on n'en a pas parlé. Il y avait un silence. Puis je me demande si ça c'est parce que c'était une victoire ou si c'est parce qu'on ne problématisait pas l'identité lesbienne d'une certaine manière. Parce que pour un politicien masculin qui est homosexuel, on va en parler un peu plus, alors que là, on n'en parlait pas. Puis en fait, elle-même, je pense, avait essayé de construire un peu son identité autour de ce qu'elle était mère de famille et qu'elle avait une épouse, mais on n'a pas vu son épouse sur scène avant qu'elle gagne un gouvernement majoritaire. En fait, l'épouse n'est pas montée sur scène avant que le verdict soit fait. Donc, je me demandais si, justement, vous perceviez ce silence-là comme un peu comme un succès ou un peu un échec de la représentation des lesbiennes. Bien, disons que dans la presse généraliste, c'est un peu plus loin de ce que je fais. Là, fait que c'est plus des opinions. Là. Mais, oui, c'est... je ne sais pas si c'est une victoire ou pas. En fait, je pense que pour la façon dont les luttes se mènent en ce moment puis se sont menées dans les dernières années pour le mouvement LGBT, le fait que ça passe comme du beurre dans la poêle, c'est une victoire. Pour moi, personnellement, comme dans ma façon de voir la politique puis de voir... pour moi, c'est pas une très grande victoire. C'est le fun, c'est vraiment cool, mais j'aurais aimé ça que ça soit pas comme un petit secret de polichinelle, qu'on montre un petit peu, mais pas tout au complet, puis il y a toujours l'idée où comme elle s'est montrée beaucoup comme une mère de famille, mais c'est une image qui est super importante dans la construction de la féminité. On est mère, vierge ou putain, donc c'est comme trois grosses figures, puis bien, la mère est super importante, puis c'est celle qui est très valorisée. Puis comme elle ne pouvait pas être objet de désir pour les hommes hétérosexuels, elle ne pouvait pas être la putain. Donc, il fallait qu'elle joue sur une des figures. Donc, c'est ça. Ça me fâche un peu parce que même dans la recherche, ce que je me rends compte, c'est qu'on a comme laissé tomber un peu l'identité lesbienne, puis cette construction-là dans le monde là, de qu'est-ce que c'est l'identité lesbienne pour aller plus se consacrer sur qu'est-ce que ça fait d'être une mère lesbienne, qu'est-ce que ça change pour les enfants. Puis on commence à faire vraiment beaucoup de recherches sur les mères lesbiennes. Puis j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de ce qui est autre dans l'identité lesbienne qui est comme évacué. Je pense que tu avais une autre petite question, mais non? Oui? C'était par rapport à la surreprésentation des autres groupes. OK. Bien, tu voulais que j'en dise plus ou? Ouais, si vous en avez un. Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est sûr que c'est comme un avantage collatéral là, que je vois que les autres groupes sont sous-représentés, mais en même temps, le sujet de mon mémoire, c'est vraiment plus les lesbiennes, mais ça montre à quel point que la presse gay est vraiment plus masculine, puis que ça fait la même chose pour les autres minorités sexuelles. J'ai une longue liste, je vais y aller dans l'ordre. Je vais vous demander de poser des questions courtes et de donner des réponses aussi concises que possible. Je sais que c'est facile. Julie? Moi, j'aimerais bien plus à ton mémoire. Oui. Je me demandais si c'est une question, mais comme c'est quoi la lutte que tu vas faire entre les résultats que tu vas avoir dans ton analyse de contenu puis une perception, puis dans une discussion, tu vas tout mettre ça.
Oui, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé de mon groupe de discussion, c'est vrai. En fait, ce que je veux faire, c'est d'essayer de rencontrer des femmes qui ont déjà lu cette presse-là, en premier lieu, pour qu'elles aient déjà eu un contact. Puis, je vais leur présenter de mes résultats. Donc, c'est là où il va y avoir le lien, parce que je vais avoir leur opinion sur ce que moi j'ai trouvé, puis voir si ça a une résonance pour elles. Est-ce que c'est quelque chose... Puis même juste savoir si c'est important pour elles de savoir ça. Tu sais, peut-être bien que ces femmes-là vont s'en sacrer, là. Peut-être qu'ils vont trouver... Bon, ils vont juste dire, bof, c'est le temps de même, puis qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Puis ils vont... c'est ça que je veux savoir un peu, là, vraiment... Peut-être un peu avoir au travers de ça leur opinion sur la presse gay en général, tu sais, ou sur ce qu'ils voient des lesbiennes dans la presse gay. Oui, j'imagine que les magazines, journaux, dans la presse font quand même des lignes éditoriales, du moins, ils disent qu'ils s'adressent à un certain groupe. Puis, même s'ils ne font pas véritablement, mais dans le cas de ceux qui produisent beaucoup d'articles, est-ce que comparativement à un autre magazine, ça s'adresse plus au groupe lesbien ou est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu vas voir des analyses passées? Oui. Oui, mais j'ai déjà commencé à en faire avec les chiffres, mais j'avais envie d'aller plus loin dans le qualitatif avant de présenter ces chiffres-là, parce que je pense qu'il y a peu de réponses dans les chiffres que j'ai. C'est des proportions, mais des fois, des proportions tout seul, là même, ça ne dit pas grand-chose. Puis, il va falloir que j'aille chercher des réponses plus creux, mais c'est quelque chose que je veux faire. Parce que je pense qu'il va y avoir des différences. Entre autres, Fugue, la façon dont moi je l'ai perçu en le lisant, c'est plus, pas glamour, mais un peu. C'est plus le nightlife, c'est plus la vie, le fun de célibataire. Puis, tandis que le magazine Être est un peu plus à gauche, là. Puis, il va parler un peu plus des conditions de vie de certaines personnes, va aller plus dans l'humain là, que dans... On est allé dans tel restaurant, puis on a trouvé ça bon. Là. Ils sont un peu plus dans... Mais c'est vraiment quelque chose qui arrive tellement... J'étais tellement tannée à la fin, là, de voir, genre, hey, c'est le fun d'aller dans des restaurants. Oui. Je pense à toi. Mais tout à l'heure, tu as mentionné, en parlant, je pense, des jeunes qui avaient été dans un organisme comme Vie mondiale, quelqu'un avait un coming out de jeunes femmes dans un groupe de jeunes femmes, elles pouvaient être un peu rejetées par les autres jeunes femmes parce que c'est un peu comme une négation de sa féminité aux yeux des jeunes femmes hétérosexuelles. Mais le contraire existe aussi. Dans la communauté lesbienne, je veux dire, hyper-féminité n'est pas nécessairement super bien acceptée non plus. Même une personne lesbienne ou bisexuelle, ou peu importe, qui fait partie de la communauté gay, mais qui est hyper féminine, ça ne sera pas très bien accepté parce qu'on a l'impression un peu, on se sent le commentaire, on les entend, du genre, comment dire, pas traîtrise, là, mais la féminité affichée peut être reçue comme une espèce de, comment dire, être à cheval sur deux mondes, s'amuser un peu de ce côté-là, mais en même temps se voir séduire les hommes. Le contraire est là aussi. C'est encore pire quand la personne a été lesbienne pendant un certain temps, puis explore une autre facette de sa vie sexuelle, puis se rend compte qu'elle est bisexuelle, puis que là, elle s'en va avec une personne du sexe masculin. Là. Les réactions sont assez incroyables. Moi, oui, c'est ça. C'est comme les personnes LGBT ne sont pas ailleurs, ne sont pas dans un vase clos, séparés du reste du monde, mais ces jugements-là, ouais, sont vraiment importants aussi. Puis je pense que dans la presse gay, on voit beaucoup de femmes féminines, ou c'est un ou l'autre, vraiment, là, il n'y a pas de... Moi, en tout cas, dans ma pratique là, avec le Gris Montréal puis le Gris Québec, j'en ai rencontré quelques-unes, puis je pense que une bonne proportion vit un peu ces deux facettes-là. On est capable de mettre quelque chose de un peu plus féminin, puis d'être un jour en René Houchou avec des shorts. Là, je pense que la féminité n'est pas toujours vécue de la même manière que la masculinité non plus. Là. Et en fait, il y avait même une blague que j'avais trouvée super drôle sur un blog là, qui disait que il y avait des butchy femmes. Donc, femme, c'est comme pour femme. C'est des mots utilisés là, par la communauté. Butch, ça veut dire masculine, puis femme, en anglais, ça veut dire féminine. Fait qu'il y avait des butchy femmes, puis il y avait des femmes butchy. On s'entend que ça commence à être des frontières assez limites. Mais je pense que dans la presse gay, on a vraiment comme un ou l'autre. La personne qui se représente comme étant butch, là, entre autres la chanteuse Kiddy Lang, là, qui se présente vraiment comme ça. Puis d'autres, les chanteuses du groupe Ooh Her, qui est un groupe
américains, dont une des chanteuses, c'est une actrice qui était dans The L Word, qui est une série lesbienne qui a passé aux États-Unis et qui a eu beaucoup de succès. Bien, ces deux femmes-là représentent une féminité assez classique, là, disons. Mais, Oui, moi je reste un peu toujours sur la question du pourquoi. Comme la dame disait tout à l'heure, peut-être que je vais finir par me défaire de cette manière. Donc pourquoi elles sont sous-représentées dans la presse en général? mais ça revient un peu à mon cadre théorique, en fait, avec le concept de genre. C'est ça. Et puis ça touche aussi à la question de la perception. Ma question surtout parce que quand tu dis que tu voudrais interroger, présenter tes résultats justement à ces femmes et leur demander quelle est leur perception, donc pour ma part ça oriente un peu déjà peut-être leur réponse. Je me dis que j'aurais pris peut-être la chose autrement, c'est-à-dire voir, puisque une part parlait de la ligne éditoriale, par exemple, donc demander justement à ces personnes qui produisent ces revues quelle est leur perception des femmes. Pourquoi justement elles n'ont pas suffisamment cette place. Et puis si la réponse est que c'est parce que elles n'ont pas besoin, parce qu'elles sont déjà acceptées, ça donnerait peut-être un autre point de vue. Mais je pense que comme tu l'as dit, il y a c'est ça, dans une production médiatique, il y a plusieurs étapes. Tu as l'étape de la production où il y a des journalistes qui travaillent d'une certaine manière, puis il y a le produit qui est le texte médiatique, puis il y a les perceptions. Puis moi, j'ai décidé d'aller plus dans le texte médiatique, puis un tout petit peu dans les perceptions, pour aller chercher, parce que peut-être faudrait que je l'explique un peu plus, mais d'aller chercher la parole des lesbiennes par rapport à la presse gay, c'était une manière féministe pour moi de mettre leur parole de l'avant, parce que ce que je me rendais compte, entre autres, là, comme je vous disais, dans la littérature scientifique, il y avait pas beaucoup de lesbiennes. Quand il y avait des participants, c'était beaucoup plus des hommes. Donc, c'est d'aller chercher cette parole-là, puis de la mettre de l'avant. Donc, ça va être pour l'inclure. C'est ça, si je le fais, bien sûr, mais ça va être comme inclus au travers de mes résultats pour mettre leur parole à elles de l'avant. C'est une façon d'être. C'est une méthode, en fait. C'est de l'ordre de la méthodologie. Là. Les féministes appellent ça le standpoint theory, qui veut dire la connaissance située, dans le sens où moi, je suis une femme blanche, lesbienne, mais j'ai une connaissance de ce que c'est en partie pour moi dans ma vie d'être cette personne-là. Donc, j'ai une voix qui dit ça. Puis c'est d'aller chercher cette voix-là, puis d'utiliser cette connaissance-là, qui est située dans la société, de la mettre de l'avant. Est-ce que dans le choix des dames qui vont intervenir, tu as les critères, puisque tu as relevé dans le test qu'il y a souvent des distinctions qui sont faites selon que les personnes qui interviennent soient riches ou pauvres, blancs, noirs. Est-ce que tu comptes inclure ces paramètres-là dans le choix des personnes que dans le choix, je ne sais pas, parce que je pense que je vais avoir peut-être un petit peu de difficulté d'avoir des gens. Puis, j'ai l'impression, en plus, que ça va être en partie des bénévoles du Gris Montréal, parce que c'est un réseau super organisé. Puis, si j'envoie un appel ou que j'ai besoin de personnes pour répondre à ce genre de focus group-là, je pense que je vais avoir des réponses, beaucoup des bénévoles. Fait que on appelle ça de profiter de ces relations. Alliance Arc-en-Ciel, ça va être difficile de trouver des femmes dans l'Alliance Arc-en-Ciel, je pense, parce que c'est un organisme plus masculin. Ouais. En plus, l'Alliance Arc-en-Ciel, c'est un organisme qui s'occupe vraiment plus des festivités entourant des événements pour la communauté, là, donc la fierté, mais qui n'est pas exactement la même chose à Québec. Là. Ils appellent ça la fête Arc-en-Ciel. Puis aussi le 17 octobre, qui est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Bon, c'est ça, ils font des événements entourant ces dates-là. C'est moins de la revendication politique. Là. Je pense qu'ils participent des fois là, quand il y a des mémoires à aller déposer et des trucs comme ça, mais c'est moins... Il y aurait des petits, il y aurait des petits éléments de méthodologie à ajuster si on va là, mais je trouve tellement que tu as bien justifié le fait de faire des entrevues ou un groupe de discussion. On en reparlera. Moi, c'est un peu par rapport au texte aussi que tu m'as envoyé. Moi, il y a un élément qui m'a beaucoup accroché. Il met un présentement qu'il y a certains auteurs qui font constat que le mouvement LGBT semble être pour les hommes blancs seulement. C'est pas ironique pour un mouvement qui prône
c'est un peu ce que je disais tantôt dans les mouvements sociaux ne se vivent pas en dehors de la société. Puis même le mouvement féministe, pendant plusieurs années, même encore aujourd'hui, des fois laisse les lesbiennes de côté. Ça m'est arrivé moi-même dans un 8 mars d'aller dans les activités qui avaient été organisées là, plus officiellement par un regroupement à Québec. Puis ils parlaient de sexualité, puis pas une fois j'ai entendu le mot lesbienne. Puis là, j'étais dans la salle, puis j'étais comme estomaquée de voir qu'on parlait de sexualité, puis qu'on n'a pas dit jamais le mot lesbienne, puis on n'a même pas bisexuel. Là, on a comme évacué cette chose-là. Donc, je pense qu'il y a des relations de pouvoir, puis ces choses-là arrivent, mais c'est vrai que c'est un peu ironique, mais je pense qu'une des choses qui est très bien répartie, ça c'est une opinion personnelle, mais une des choses très bien réparties dans la vie, là, en dehors de la richesse qui ne l'est pas très bien, là, je pense que les jugements puis les préjugés, c'est très bien réparti. Ça, c'est drôle parce que ça se vit même à l'intérieur, je pense. Là, moi, j'ai vécu un peu ça comme j'étais une hétéro dans un spectacle sur la diversité sexuelle. Il y en a plusieurs, quand ils ont su que j'étais hétéro, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ben, c'est la diversité sexuelle. Je veux dire, je vais au même place là que les autres. Que ça soit le commentaire de la fin. Oui, je vais mettre la fin. Je vais juste réagir parce que je trouve que ça pose toutes sortes de questions. L'une de celles que moi je trouve intéressante, c'est que entre la visibilité, qui est justement un peu de visibilité, on ne peut pas postuler que la visibilité est égale. Donc même dans un contexte de diversité, réagir à la présence hétéro, c'est pas réagir à la même chose qu'une présence queer ou qu'une présence bi. Parce que l'hétéro sur la place publique a déjà une visibilité. Donc, c'est entre des visibilités différentes. Et je trouve que les choses que tu poses de manière intéressante, c'est comment est-ce que même à l'intérieur de l'univers qu'on présente sous une appellation qui est largement politically correct, souvent LGBTQ, et là on va rajouter tous les autres termes, est un ensemble très controversé au sein de la communauté, des communautés, de la communauté, des communautés. Et je trouve que c'est intéressant comment ce que tu le montres, c'est que si tu enlèves cette étiquette générale, il y a des visibilités extrêmement différentes. Je trouve que c'est très intéressant. Merci. On veut une petite dernière? Tout petit. Oui, pour finir à midi. Pour faire un lien avec la présentation avant, en tout cas, moi j'en vois un, là, c'est la représentation des hommes, les hommes qui, depuis tout le temps, ont plus de pouvoir, plus de visibilité. C'est peut-être juste parce que les hommes prennent, en guillemets, plus de place aussi dans la parole publique, dans la sphère. C'est peut-être pas juste ça, mais ça peut être un élément. Mais qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Ben, c'est qu'en temps normal, comme là, pour le vieillissement, tu disais que c'était plus des hommes qui participaient au spectacle. Ça peut pas du tout. Quand on a parlé après ensemble, Non, au niveau du pouvoir, là, quand on parlait quand on a parlé à la fin. Je disais plus parce que la question que tu soulevais, c'était de dire est-ce que dans les rapports, les modes de vieillissement qui sont particulièrement prégnants, particulièrement saillants, je faisais référence aux différentes organisations qui représentent les gens vieillissants. Et par exemple, en parlant du fait que dans certains organismes, certains des baby boomers qui ont toujours eu le pouvoir, continuent d'être dans des organisations qui viennent au pouvoir. Et plusieurs de ces organisations-là étaient des organisations courantes. Et c'est dans ce sens-là. Pour moi, c'est pas le point de vue de visibilité chez les autres. Je bouclerai la boucle en parlant de Roger, qui nous a amené dès le début sur le concept de médiatisation. Roger, chaque fois, c'est revenu comme l'os qui revenait. On est dans la médiatisation, dans la mise en contexte puis dans le contexte hétérosexuel, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont représentés, c'est cadré comme ça. Puis là, j'ai l'impression que tu arrives un peu au même... ça se peut que tu arrives au même résultat. Là. Je pense que ton concept de visibilité, négocier ou médiatiser, il y a un enjeu important, comme ce concept-là a pris d'importance en politique, en journalisme, si vous vous souvenez. Peut-être que vous voudrez dans vos travaux faire un coucou à ce concept-là parce que
il est de mieux en mieux défini, là, puis il y a l'air il y a vraiment un enjeu là-dessus. Puis avec le texte de Voira, là, sur les luttes, la visibilité, il y a un aspect que je n'ai pas parlé, mais qui est super intéressant, c'est le fait que la visibilité, c'est un endroit où il y a des luttes importantes, puis je pense que l'inégalité de visibilité, mais elle se vit dans une lutte constante pour l'avoir, pour l'obtenir. Je pense que quand je parlais tout à l'heure de l'école de Word, je pense que c'est un outil que certaines lesbiennes ont décidé de se créer elles-mêmes pour pouvoir avoir plus de visibilité, pour avoir une force de frappe plus grande dans la lutte avec la visibilité. T'es chanceuse qu'il ne reste plus de temps parce que j'avais passé au vote. Est-ce qu'on fait des entrevues ou est-ce qu'on a, selon vous, oui ou non, mais je ne le demanderai pas. Je te remercie beaucoup, Amélie.